Votre voiture est peut-être garée devant chez vous en ce moment même. Et pourtant, vous n'imaginez sûrement pas la vitesse à laquelle elle pourrait se faire voler. Mais oubliez le crochetage de serrure ou le pétage de vitres. Aujourd'hui, un simple boîtier électronique peut suffire. C'est le paradoxe des voitures modernes. Les constructeurs y laissent parfois des failles logicielles béantes, tout en prenant grand soin de verrouiller les fonctionnalités qui vous permettraient de réparer ou personnaliser votre propre véhicule. Alors, des bricoleurs ont décidé de reprendre le contrôle. Notre invité Gaël Musquet, qui est une légende de la discipline, va nous montrer en direct comment on pénètre dans le système électronique d'une voiture. Et vous allez voir que c'est à la fois terrifiant et fascinant. Parce qu'avec ces mêmes compétences, vous pourriez rendre votre véhicule semi-autonome pour moins de 1000 €. Bienvenue dans le monde merveilleux du hacking de voitures. Mais juste avant, j'ai un message pour tous ceux qui voudraient aussi reprendre la main sur leurs outils d'IA. Parce que dès qu'on s'abonne à Claude ou ChatGPT, on se retrouve coincé chez un seul fournisseur à 30 $ par mois. Et c'est exactement ce que vient régler le partenaire de cette vidéo, Mammouth AI. C'est une plateforme française qui rassemble tous les meilleurs modèles d'IA au même endroit. Claude, GPT, Gemini, DeepSeek, Mistral, mais aussi les générateurs d'images et de vidéos, comme Nano, Banana, etc. Vous avez d'ailleurs la fonction de reprompting pour comparer directement les réponses de plusieurs IA et choisir la plus performante pour vos besoins. Et tout ça à partir de 10 € par mois en abonnement annuel. Donc, assez imbattable. Petit bonus pour les devs, ils ont aussi Mammouth Code qui vient brancher tous ces modèles directement dans votre terminal. Je vous mets ça en description avec une vidéo que j'ai fait avec le cofondateur pour découvrir la boîte. Et on reprend. Dans l'expérience de tout le monde, il y a quelque chose d'assez angoissant autour justement des voitures. Et les gens connaissent pas forcément tout ce monde qu'il y a derrière justement, des constructeurs, de qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus ou moins vicieux pour verrouiller parfois leur système. Et est-ce que tu peux peut-être nous faire le topo de les véhicules? Déjà, pourquoi c'est compliqué à réparer tout seul? Comment c'est organisé tout ça? Alors, la première définition que j'ai eue d'un préparateur auto, qu'un pote, une voiture, c'est une chaudière. Voiture thermique, hein. Les véhicules électriques, on en parlera un peu après, mais une voiture, c'est une chaudière. Ce que fait une voiture, c'est prendre du carburant, l'injecter dans le moteur, de l'oxygène, du carburant, et il faut que tout ça explose de la manière la plus stöchiométrique possible. Contrôlé. Exactement. Et en fait, une fois que ces motoristes ont fait ce moteur, ils vérifient ce qui sort et ils doivent respecter des règles environnementales sur la pollution. Les émissions de gaz à effet de serre, les particules fines, les irritants, donc les NOx, les oxydes d'azote et les oxydes de soufre. C'est ça une voiture. Et donc, le rôle et l'électronique et l'informatique et notre boulot arrivent dans cette histoire-là parce que on a des calculateurs. Donc ce calculateur, son boulot, c'est avec ses composants électroniques, de faire en sorte que les conditions d'explosion, d'injection du carburant, de l'air, tout ça, le rythme du moteur, ça fonctionne de la manière la plus parfaite possible, on va dire. C'est le cerveau de tout ce qui... C'est ça. Et c'est ce qui fait que ça devient complexe, parce qu'on a des injonctions contradictoires. D'un côté, on a un client qui veut peut-être une voiture très puissante. De l'autre, un constructeur à qui on impose des règles. Et c'est là qu'arrive le malus écologique ou le bonus écologique. Ces ordinateurs permettent aussi, on le voit avec la norme GSR2, d'avoir du freinage automatique, d'avoir du suivi maintien de cap, d'avoir aussi le respect de la limitation de vitesse avec des régulateurs adaptatifs. Bon bref, on a une société qui a techniquement, légalement et au niveau des standards aussi évolué, ce qui fait que ces écosystèmes sont devenus complexes et que ces constructeurs, ils sont quelque part en face de deux contradictions. La première, évidemment, de construire des véhicules très sécurisés, qui respectent des normes, qui respectent la sécurité routière, qui respectent maintenant la sécurité cyber. Et de l'autre, une obligation de réparabilité. À quel moment intervient un peu du vendor lock dans cette industrie-là? Comment les choses sont articulées? Parce qu'il y a d'autres types de hardware qu'on utilise qui ne sont pas exposés, ou on n'est pas exposé au même genre de problème. Tout à fait. En fait, la volonté de cet écosystème, c'est de vendre de la voiture, et même quand la voiture a été vendue, derrière, vendre du service, de la maintenance, qui mieux que bip peut entretenir votre bip. Vous voyez, c'est la pub, elle essaie aussi de vous vendre à la concession de la maintenance, et que vous reveniez faire de la maintenance. C'est un système, un écosystème qui vend aussi des produits financiers, sur du leasing, sur du crédit auto. C'est un écosystème qui vend de la pièce détachée pour de la maintenance, et qui en même temps s'est vu imposer par l'Union européenne et d'autres États, d'autres empires, une obligation
obligation de réparabilité, que le petit garagiste au fin fond de votre campagne, soit, même s'il n'est pas à armes égales, en capacité de réparer la voiture. Et ça, en fait, ça force et challenge les équipes commerciales de ces constructeurs d'imaginer des nouvelles manières de lever une forme d'impôt sur des services. On prend le cas là du retour en arrière de BMW sur la facturation mensuelle des sièges chauffants. Qu'on était à $18. Tu as acheté ton véhicule? Oui. Et tu payais 18 par mois. Et tu payes $18 par mois pour avoir l'option siège chauffant. Mais il chauffe ou pas mon siège? Il a une résistance chauffante, donc pourquoi je pourrais pas avoir et donc des constructeurs, là le constructeur devant la levée de bouclier des clients s'est dit c'était peut-être une mauvaise idée. Il y a un autre truc de fou qui concernait les Porsche aussi. Oui, là on est dans un cas de conflit avec la Russie où effectivement la VTS, le véhicule tracking system de Porsche. En gros, c'est un système qui permet de localiser sa voiture, d'éviter qu'il se fasse qui démarre s'il a été volé, et on pense que Porsche a désactivé sur la Russie ce système VTS parce que les relations commerciales avec la Russie ont été interrompues, et donc on a évidemment des relations commerciales qui sont complexes aujourd'hui entre les constructeurs et cet État qui est aujourd'hui accusé des maux qu'on connaît. Et donc beaucoup de Russes propriétaires de Porsche se sont retrouvés ces dernières semaines, ces derniers mois, dans l'incapacité de démarrer leur voiture. Parce que la voiture s'est mise en protection, estimant que le système VTS n'étant plus disponible, il s'agissait d'un cas de vol potentiel, donc le véhicule ne démarre pas. Dans les exemples, pour ça on a pris un peu les deux extrêmes, des voitures un peu luxueuses en plus. Bien sûr. Dans les exemples peut-être qui vont plus toucher les gens et les véhicules qu'ont les gens. Qu'est-ce que toi t'as observé justement? C'est le cas où les constructeurs parfois se font le plus d'argent, c'est la cartographie. Même si aujourd'hui on utilise tous nos téléphones avec nos OS, que ce soit CarPlay du côté d'Apple ou Android Auto côté Android, en surcouche graphique sur les autoradios. Mais on a eu encore quelques années des constructeurs qui vendaient plusieurs centaines d'euros les mises à jour de la cartographie embarquée dans le véhicule. Donc juste pour avoir les rues à jour. Exactement. Alors que c'est des applications, on prend Maps ou Waze ou d'autres applications de navigation qui sont basées parfois, certaines, ça a été le choix de certains constructeurs de le baser par exemple sur OpenStreetMap, le projet de cartographie libre dont votre serviteur a été un contributeur et aussi cofondateur, voilà. Cofondateur marge pure, marge brute là. Exactement. Et donc évidemment, ces marques, elles cherchent vraiment à avoir, vu que les marges sont extrêmement faibles d'un constructeur à l'autre, vous voyez la concentration, beaucoup de marques ont été rachetées et sont sous l'hégémonie d'une seule et même grande marque, parce que il faut mutualiser, optimiser. Donc chaque bout de gras récolté supplémentaire, c'est autant de ça de gagner pour le constructeur et ou l'équipementier dans, évidemment, le modèle économique de la vente de voitures. Dans les trucs qui sont un peu faciles d'accès, les premières choses que tu peux faire, entre guillemets, quand tu veux apprendre à hacker ta voiture, prendre le contrôle du véhicule. Il y a un truc tout bête, si on part vraiment de la base, c'est crocheter les serrures de voiture, par exemple. Ouais, bien sûr. Là, j'ai ramené des barilets de serrures. Là, en gros, j'ai un outil. Donc là, c'est un litchi. C'est quoi un litchi, du coup? En fait, c'est cet outil-là. Cet outil-là, en fait, donc là, j'ai les deux barilets. Si on a la bonne clé, elle est décodée, on fait le tour, on ouvre. Donc là, c'est fini. Le litchi, c'est un outil qui a exactement la même forme mécanique, géométrique que la clé, qui va pouvoir s'introduire dans la serrure. Et en fait, ce qu'on a là, c'est qu'on a en fait des petites aiguilles qui apparaissent ici, et on va pouvoir rentrer plus ou moins profondément en fait dans la serrure. Et en fait, on va pouvoir aller gratter. Donc là, j'ai une paillette. On va l'entendre. Tu sais qu'il y a un cliquet. Voilà, il y a un petit clic. En fait, les paillettes, elles sont dans la serrure et elles vont empêcher, évidemment, le barillet de tourner. Et donc là, le jeu, c'est d'aller gratter, en fait, ces paillettes. Donc là, j'en ai une là, normalement. Hop. C'est difficile à crocheter, là? Non, là, regarde, tu vois. Là, je l'entends. Ouais. Là, on entend la paillette, on l'entend fort et clair. D'accord? Donc là, je la pousse. Hop, je verrouille. Là, j'en ai une petite deuxième. Voilà, je pousse et si on force un peu,
Là, on voit déjà que la serrure elle part à moitié. Donc, je vais pas toutes les faire. Ah oui. Et en fait, l'idée, c'est de documenter, de numéroter en fait chacune des positions de ces paillettes, et ensuite de pouvoir faire soit la clé, soit carrément de déverrouiller la serrure avec. J'allais dire, il y en a pas mal qui ne s'ouvrent plus comme ça, mais juste avec un petit bouton. Tout à fait. Qui ont juste de la radio, puisque là, il faut évidemment de la radio. Et là, on peut faire quelque chose avec ça ? Ah bien sûr, la radio en fait, il y a 3 manières de perturber un dispositif radio. Le premier, c'est le brouillage. C'est ce qu'il y a de plus simple, de moins cher, de plus dégueulasse. On émet sur la même fréquence que la clé. Toutes les clés émettent entre 868, 433 MHz, 2 Go 4 si on est sur des fréquences un peu plus élevées. Donc en gros, t'attends que la personne parte et tu l'empêches. Tu émets tout le temps. Le scénario le plus simple que j'ai pu voir et observer, c'est où on est sur une aire d'autoroute. Ah oui, le groupe criminel a mis un brouilleur sur les fréquences que je viens de citer, et les voitures se verrouillent pas. Donc en fait, vous avez fait 2 heures de route. On est le 31 juillet. Mathéo vient de vomir sur le siège arrière. Vous êtes pressé, vous allez faire pipi, vous êtes fatigué. Vous êtes dans la... Voilà, c'est ce qui nous arrive régulièrement. C'est du vécu. J'ai changé le prénom. Et donc du coup, les gens ne font pas attention parce que ils sont fatigués. Ils partent. Au mieux, ils sont piqués ce qu'il y a dans la voiture. Au pire, ils se font voler la voiture. Le rôle du cybercriminel et du voleur, ce qu'il veut par-dessus tout, c'est accéder au système d'information de la voiture. Le fameux bus CAN. Il faut expliquer un petit peu parce que bien sûr. Justement sur c'est quoi l'architecture d'une voiture, etc. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ce protocole CAN que les gens ont peut-être déjà entendu? En fait, c'est la genèse dans les voitures quand on a voulu relier tous les capteurs, tous les actionneurs, tous les préactionneurs ensemble. Ça faisait des milliers de câbles et ça alourdissait les voitures. Donc on a commencé à faire circuler sur un seul et même câble, ou 2 câbles, là en l'occurrence sur 2 câbles. Tous les capteurs, tous les préactionneurs sont reliés au même câble qui fait le tour de la voiture ou le tour de certains organes critiques, et tout le monde parle sur le même câble. Ok, donc à partir de là, tu reçois toutes les informations. C'est ça, t'as un câble. Okay. C'est ça, t'as un câble, et donc en fait dans la voiture, il y a une prise de diagnostic qui ressemble à ça. Dans toutes les voitures. C'est obligatoire. C'est la même que ça. Cette prise-là, elle est obligatoire. C'est ça qu'ils mettent dans les garages pour savoir. C'est ça, la valise de diagnostic. Dans ta voiture. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est une prise de diagnostic, port OBD pour ceux qui utilisent. Parce qu'une fois qu'on y est connecté, on peut accéder à tous les calculateurs de la voiture, dont le calculateur de portière, dont le calculateur qui déclenchera ou pas le verrouillage et ou le démarrage du véhicule. Parce que donc, là, on peut reprogrammer une nouvelle clé, dire à la voiture, tes paupières sont lourdes, fais-moi confiance, je suis ta nouvelle clé. Et donc là, on va injecter des trames qui vont dire au calculateur, je suis une nouvelle clé légitime. C'est dingue. Système plus ou moins complexe, selon les constructeurs. Mais c'est aussi comme ça que ces voleurs arrivent à repartir avec les véhicules. Mais ça, c'est que c'est pas connu du tout. Je pense que ça étonnera énormément de gens, mais moi, le premier, réalise pas forcément que la partie sécurité de voiture, tu mets un brouilleur, a priori, ça peut vraiment bien marcher. Et même le démarrage derrière. Ben, en fait, à partir du moment où tu as accès, la voiture n'est pas fermée, la portière est ouverte, tu as accès au port, c'est fini. Le deuxième moyen de le faire, c'est de faire du rejeu. Donc, sur les vieilles voitures, on parle d'avant 2000, il suffisait d'enregistrer comme un dictaphone avec un flipper 0 ou une autre radio logicielle. On enregistre la trame d'ouverture et de fermeture. On rejoue, ça rejoue, la voiture s'ouvre et se ferme. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait pour empêcher? On a mis ce qu'on appelle des rolling codes en anglais, des codes tournants. Donc maintenant, une clé de voiture, chaque fois qu'on va appuyer et déclencher une action, on va avoir un nonce, donc un nombre unique qui va être envoyé, qui va être chiffré par la clé de chiffrement de la clé, et qui fera que le véhicule, évidemment, si on essaie de rejouer, comme il l'a déjà entendu, il ne va pas s'ouvrir ou il ne va pas se verrouiller, voire même il va se mettre en sécurité puisque la clé sera désynchronisée par rapport aux séquences de ces fameux codes tournants. Oui, donc en fait... C'est un code unique à chaque action. On s'imagine que c'est comme s'il y avait 10 000 codes dans la clé et on n'en utilise jamais qu'un seul à la fois. C'est ça. Et plus jamais on l'utilisera en fait. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Et donc... Là, le code tournant, il est bypassé parce que maintenant on a des clés qui émettent tout le temps. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a maintenant des ouvertures de portières sans contact. On passe juste le pied sous le coffre arrière. Et en fait, le déclenchement de l'ouverture du véhicule se fait parce que la clé en radio va communiquer en permanence avec le calculateur de portière. La clé vers la voiture et la voiture vers la clé. Ok. Tout le temps se parler. C'est là qu'arrive la troisième attaque, l'attaque de type
relais, donc c'est relay attack, où en fait, l'attaquant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre 2 radios logicielles, une qui va écouter la clé à proximité de la victime, donc on est 2. On va se rapprocher avec la radio logicielle au plus près de la victime dans une queue, une file d'attente de restaurant ou en scannant la porte, parce qu'on suspend souvent ses clés de voiture sur sa porte d'entrée ou dans un vide-poche. Et donc ce signal de clé va être récupéré. Il va être transmis à mon complice qui est près de la voiture en Wi-Fi, en 4G, en Bluetooth, en ce qu'on veut, ou en filaire même parfois. Et en fait, mon complice avec sa radio logicielle va juste relayer le signal de la clé à proximité de la voiture. Et le signal de la voiture, il va la relayer à la clé. Donc la clé pense qu'elle est à proximité de la voiture et la voiture pense qu'elle est à proximité de la clé. C'est génial. Et la voiture s'ouvre et elle démarre. Tu téléportes la clé en fait. C'est ça. C'est ça. Et là, on peut faire ça sur plusieurs dizaines de mètres. Ouais, ou la voiture. Et donc, pour éviter ça, c'est simple, parce que l'idée, c'est quand même pas que vous ressortiez de cette émission avec une tachycardie, une affaire. L'idée, c'est de mettre la clé dans une petite boîte à clés. Une boîte à clés à l'entrée de la maison. Un truc qui fait cache de Faraday, quoi. Exactement. Voilà, on en revient au à la cache de Faraday. Moi, j'ai des clients à qui je dis, stop, mettez un bloc volant. Parce qu'entre vous et la voiture d'à côté, le voleur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va voyer la voiture où il aura le moins d'efforts à faire. Le bloc volant, c'est le truc qui se relie au volant avec une canne aux pédales. Hein. On revient back to basics, analogique. Et ce qui est le plus frappant, je trouve, c'est que tu ouvres la voiture, tu nous dis derrière c'est fini. Ah non, ça c'est fini. Une fois que vous êtes, et c'est même pire que ça, c'est qu'aujourd'hui on a des groupes criminels qui vont aller percer la calandre pour se connecter au bus scan du phare. Parce que le phare aussi est informatisé. Parce qu'on a des phares directifs. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent du côté du phare ? Ils percent la calandre, ils tirent le câble où ils percent le garde-boue, ils tirent le câble le bus qui va au phare. Ils se connectent au bus et ils injectent l'ordre d'ouverture de la portière dedans ou le démarrage de la voiture dans le câble. Tout simplement. On a parlé du phare. Et là, ce qui me fume de rire, c'est que depuis tout à l'heure, à côté de toi, il y a une jante. Ouais. Pourquoi il y a une jante ? Il y a une jante parce qu'en fait... il y a aussi l'électronique dedans. Ouais, c'est ça. C'est une autre faille. Il faut comprendre qu'en fait, dans les pneus, on a ces valves-là. Ça, c'est obligatoire depuis 2012. Depuis 2012, l'Union européenne a imposé à tous les constructeurs un système de suivi de la pression des pneus. Pression-température. Mais c'est génial à la base. C'est pour éviter de surconsommer du carburant, très bien pour la planète et pour nous aussi les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi très bon pour notre sécurité routière, ça évite d'avoir des pneus sous-gonflés, surgonflés qui risquent d'exploser. Donc on a ça qui sort en fait de la jante et on a ce capteur-là. Donc on a une petite batterie ici qui alimente le capteur, mais qui émet tout le temps. Là on est en train de se parler depuis tout à l'heure, il émet. Hein. Ok. La voiture bouge pas, il est pas dans une voiture, il bouge pas. Et là, on a le capteur qui est relié à un baromètre et un thermomètre qui va mesurer, et un voltmètre qui mesure la tension de la batterie, baromètre pour la pression, thermomètre qui mesure la température du capteur. Alors, là, la faille, c'est qu'on a des excitateurs de valves, comme ça, dans lequel je vais choisir le modèle de voiture. Donc ça, c'est ce qu'il y a chez le garagiste, hein. D'accord ? Donc on choisit le modèle de voiture. Donc là, j'ai déjà, pour gagner du temps, choisi Toyota. Et je vais lui dire, scanne-moi cette valve. Donc là, je suis à peu près à un peu moins de mètres. D'accord ? Ça pourrait être derrière un pneu ou un truc comme ça, un endroit qui est pas très accessible. C'est ça. D'accord ? Donc là, voilà, c'est bon. Okay. Et en fait, ce que j'ai là, c'est en hexadécimal l'ID, le numéro de série sur 32 bits de la valve. Ok. La pression, donc 0 bar, parce qu'évidemment, on n'est pas dans un pneu gonflé. La température, 24 degrés. La fréquence de la valve, parce qu'elle émet en radio sur 433 MHz, la même fréquence que la clé, en plus. Et le niveau de la batterie qui est normal. Et là, on est sur une trame qui n'est pas chiffrée, qui n'est pas signée et qui n'est pas authentifiée. Là, ça veut dire qu'on peut faire du spoofing. Ouais. Je peux me faire passer pour la valve. Il y a plusieurs scénarios. Le premier, c'est que j'envoie une trame forgée avec une valeur qui est un entier signé. Donc, on va dire qu'on a une température codée sur 3 bits, sur 4 bits, sur 5 bits. Et on va envoyer, le pneu, il est à 1024 degrés. Là, buffer overflow, donc on est un dépassement de tampon, boum, on a une erreur dans le système d'information du véhicule. Parce que du coup, une fois que tu envoies l'erreur dans le tableau de bord, quelles conséquences ça a sur le comportement de la voiture ? L'OS, le système d'exploitation de la voiture, lui, ou du calculateur, il se met en défaut, donc tu as un défaut système dans le véhicule. Et donc là, tu peux écrire dans la zone mémoire qui t'intéresse. Ok. Par exemple,
Ça, c'est une des vulnérabilités. Et dire, lors de cette zone mémoire-là, c'est la zone de mémoire dans laquelle le calculateur va déclencher l'ouverture de la portière ou le démarrage du véhicule. Est-ce que tu pourrais aussi imaginer simuler que ton pneu va éclater? Et là, pour un convoi, donc faut imaginer là, sur des convois, donc de personnalités, des convois de fonds, des convois d'armes, on a des véhicules qui sont équipés. Stopper un véhicule. On va pas le stopper, mais on va faire quoi? Là, c'est de l'ingénierie sociale. En émettant cette trame radio suffisamment puissamment après une phase d'écoute, où on va, et ça c'est utilisé par des armées, on va dans un premier temps récupérer les numéros de série des valves qui nous intéressent, en proximité immédiate ou à distance, et derrière réinjecter une trame qui dit votre pneu est en train d'être de se dégonfler et en plus il a une température anormale. Ouais. Le conducteur du convoi qui roule jamais à 2 à l'heure, donc quand c'est des convois comme ça, c'est souvent des convois qui sont très rapides. Le chauffeur il se dit merde, il faut que je m'arrête. La doctrine c'est arrête dès que possible. Et l'autre attaque, et on l'a vécu sur des attaques récentes sur le conflit ukrainien ou le conflit israélo-palestinien, c'est que cette guerre électronique, elle peut aussi déclencher des explosifs. C'est que techniquement, on a une signature électronique unique, 32 bits par pneu, ça fait 128 bits qui vous garantissent que c'est bien le véhicule que vous voulez attaquer. C'est aussi ça notre boulot de hacker éthique, c'est d'imaginer tous les pires scénarios pour accompagner les forces de l'ordre, pour avoir une levée de doute, pour accompagner les chauffeurs qui sont sur des pour systèmes anticiper critiques, les scénarios aussi, anticiper des mécanismes de vol, de carjacking, et anticiper tout ça. Ce qui est difficile quand on fait de l'automobile, c'est que pour faire de la cybersécurité ou parler de numérique dans les véhicules, il faut le véhicule. J'ai briqué ma voiture 5 fois. Merci, merci Toyota de me l'avoir réparé à chaque fois. Ils ont été très sympas. Mais briquer une voiture à 35-40 000 euros, vous voyez flou, d'accord. Et en fait, j'ai voulu aussi me dire, punaise, c'est quand même embêtant pour moi d'être obligé d'avoir un véhicule dans les mains pour pouvoir commencer à bosser. Et c'est là où je trouve intéressant Automotive Grade Linux, AGL pour les intimes, qui est un consortium de constructeurs, plusieurs, Toyota et beaucoup de marques japonaises d'ailleurs, sont contributrices du code source Automotive Grade Linux qui est installé sur mon petit tableau de bord qui tourne sur une Raspberry Pi. Là, vous avez une vraie distribution Linux, donc c'est basé sur Yocto, avec une interface graphique où là je peux par exemple cliquer sur la température, faire varier la température des sièges, ici activer ou pas la climatisation, faire augmenter la vitesse des ventilateurs. Des voitures. C'est ça. Et vous avez un vrai tableau de bord de voiture sur lequel je peux vraiment travailler et avoir la pression des pneus, etc. Ça c'est intéressant, c'est du HTML5, c'est du GTK. Enfin, aujourd'hui un tableau de bord c'est une page web. C'est ça qui est hyper marrant. Et ça c'est génial parce que on revient hyper abordable. Exactement. En fait. Mais du coup après tu le branches comment à ta voiture Alors tu relis la Raspberry Pi avec un CAN-able. Donc là c'est une petite carte interface en USB-C qui permet de relier le tableau de bord au bus CAN de la voiture. Donc c'est un USB-C à la sortie. Oui. Ah oui, ok, énorme. Ce qui est intéressant, qu'on va connecter en USB-C le CAN-able. Le noyau Linux, je travaille que sur Linux moi, va considérer que ce CAN-able c'est une interface réseau. Donc par exemple quand je vais vouloir travailler sur de la conduite autonome, quand je vais utiliser OpenPilot par exemple, on a toute une batterie de logiciels qui va nous permettre de voir un peu quels sont les octets, les bits qui ont changé. Donc par exemple je vais prendre le véhicule, c'est souvent des voitures de location, donc je me connecte et j'appuie sur le frein plusieurs fois et je vois ce qui bouge. Et je me dis, si ça bouge quand j'appuie sur le frein, c'est que c'est les bits qui correspondent au freinage. Et donc tu peux le rejouer ? Par exemple, tu peux rejouer le freinage. Exactement. C'est ce que fait OpenPilot. C'est ça qui est magique. C'est qu'on se dit, punaise, là, si j'envoie la trame, la voiture freine. Et puis là, si j'envoie la trame, la voiture, elle tourne. Et là, tu je suis comme un gamin. T'as évidemment très, très, très envie de développer des systèmes autonomes. Bien sûr. Cet OpenPilot, justement, c'est des gens comme ça qui ont découvert. C'est GeoHot, George Hot. Il a développé ce logiciel OpenPilot. Il l'a ouvert, donc il est sur GitHub. Vous allez sur le compte GitHub de Coma AI. Vous téléchargez OpenPilot, vous l'installez sur n'importe quelle machine, vous mettez des webcams, vous connectez au bus CAN de la voiture. Et là, il y a plus de 300 modèles de véhicules supportés. On a roulé plus de 100 millions de kilomètres avec ça. Attends, donc ce que ça veut dire, c'est que tu l'installes sur ton pare-brise, c'est ça ? Ouais.
Il y a quoi comme capteur dessus? En gros, donc là c'est un Coma 3 simple. On a 2 caméras, une caméra grand angle et une caméra rapide, un port USB type C. Là, un pour le jack ou des accessoires, des joysticks ou des dongles réseau RJ45. Donc là, on est vraiment sur une machine Linux. C'est un téléphone de base qui a un boîtier imprimé en 3D avec des dissipateurs et un ventilateur. Une caméra frontale qui suit le conducteur avec 2 projecteurs. On a 2 projecteurs infrarouges ici qui permettent en fait d'éclairer de nuit le conducteur, donc voir la posture du conducteur, est-ce qu'il est en train de dormir, est-ce qu'il est en train de regarder à droite, à gauche. Il faut imaginer que le réseau de neurones qui est à l'intérieur est capable à la fois de lire toutes les données des capteurs qui sont sur les bus connectés au bus de la voiture et qui remontent évidemment sur cette fameuse paire de câbles qui remontent au niveau du pare-brise sur la caméra. Il sait tout ce qui se passe dans la voiture. Exactement. Okay. Et en fait, le modèle donc d'OpenPilot, lui derrière, une fois qu'il a toutes ces informations et qu'il sait quelles sont les trames de freinage, quelles sont les trames d'accélération, quelles sont les trames de giration, quelle est la trame qui dit qu'on clignote à gauche, quelle est la trame qui dit qu'on clignote à droite, quel est le retour de force du volant, eh ben, il suffit d'injecter les bons ordres au bon moment. Et donc, t'as self-driving car homemade. Exactement. Wow. Donc, ça, c'est moi. Ben, c'est mes premiers essais sur route. Wow. Basé à Ariane 105 à Évreux. J'avais un petit peu peur. Et là, c'était la version 2, en fait, du pilote. Et donc là, il faut imaginer que les ordres sont injectés par un téléphone. Là, ce qui conduit, c'est un téléphone. Un téléphone avec 3 caméras. Faut pas plus avoir de batterie, du coup. Ben non, parce qu'il est alimenté par le véhicule lui-même. Okay. Là, en fait, c'était impressionnant pour moi parce que déjà, moi, j'avais déjà les expériences de Tesla. Donc, je savais déjà sur de l'aide à la conduite, sur de la DAS, donc les aides à la conduite, sur du niveau 2. Et en fait, là, la voiture, à l'époque, elle savait pas prendre les ronds-points. Donc là, j'arrive à un rond-point tout à l'heure et elle savait pas prendre les ronds-points. Depuis cette année, elle sait prendre les ronds-points. C'est dingue. Et là, pour comprendre un petit peu la vidéo qu'on vient de voir, c'est un modèle d'IA donc qui gère la conduite. Oui. Est-ce qu'on sait que le nerf de la guerre pour tous les gens qui développent des systèmes autonomes, c'est la massification de la donnée? Bien sûr. Et que la raison pour laquelle les voitures n'étaient pas terribles au début, c'est qu'on avait peu de données, de caméras en grande quantité pour entraîner les modèles. Là, c'est un modèle que juste toi entraîné ou Ah non, c'est tout le monde entraîne en fait. Comment ça marche en fait? Parce qu'en fait, on a le code source, mais on peut très bien avoir son propre boîtier, développer son propre boîtier et l'installer nous-mêmes. Et ensuite, toutes les données des caméras, on est en capacité sur la plateforme de les mettre dans le domaine public ou pas, sous des licences libres. Donc aujourd'hui, OpenPilot est aujourd'hui la plus grande communauté de citoyens qui multimodèles, multimarques, multimillésimes, aujourd'hui mettent en commun toutes les données de conduite dans tous les pays du monde. Alors majoritairement aux États-Unis, en Asie et moins en Europe. Et là, le modèle, il est bon. Enfin, tu disais, ça marche bien. Mais il est meilleur. Moi, je le trouve meilleur parfois que ce que je peux avoir sur des modèles de série déjà de base, toutes marques confondues, même les meilleurs, tout ça. Aujourd'hui. Alors, c'est un pauvre Raspberry, plus ou moins. Ouais, c'est un Raspberry sous stéroïde avec un teraoctet disque. Ouais, bien sûr, c'est ridicule en termes de. Ça coûte combien juste là, pour on est avoir sur moins de $1000. La dernière version qui est encore plus petite, je crois qu'elle doit être à 900 $. Okay. Donc on est sur. Et encore une fois, vous pouvez le fabriquer vous-même. Comment t'as appris tout ça, toi? Je l'ai appris des tuneurs, des préparateurs automobiles. Je suis guadeloupéen et donc on a une grande culture du hacking en Outre-mer, à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique. On a eu la chance d'avoir un préfet et des associations en Guadeloupe qui se sont fédérées pour éviter des morts à cause de courses illégales. Et aujourd'hui, on a une grande compétition qui s'appelle le Run Trophy. Faut savoir qu'un tuner, un préparateur automobile, des personnes qui font du tuning, même s'ils sont souvent vus parce qu'on a une inversion dans ce pays des cols bleus, ce sont des personnes pour moi qui connaissent le mieux les véhicules, parfois mieux que le constructeur lui-même. Parce qu'un tuner, ce qu'il veut, c'est augmenter les performances de sa voiture. Et en fait, vous voyez comment ces gens ont réussi à optimiser la cartographie moteur, à augmenter les performances de leur moteur uniquement en programmant ces microcontrôleurs. C'est quoi? En fait, c'est l'équivalent de débrider ta voiture, mais juste à travers le software. Exactement. Et c'est important pour moi d'en parler aujourd'hui parce que c'est des personnes qui sont parfois stigmatisées. Ouais, c'est les kékés. Et en fait, c'est les personnes les plus brillantes et souvent les plus bienveillantes. Ah, bien sûr. Et les plus bienveillantes qui m'ont vraiment pris sous leurs ailes,
pour m'expliquer vraiment ce qu'était leur quotidien, pour améliorer et commencer à comprendre en fait tout ce que je vous raconte. Okay. Et ça me permet de raconter une toute petite histoire justement. Ce qui est marrant, c'est que les gens savent pas forcément d'où vient la NASCAR. La NASCAR, c'est une des grandes courses mythiques aux États-Unis. La NASCAR, elle est née du fait que à l'époque de la prohibition, quand l'alcool était interdit aux États-Unis, les contrebandiers d'alcool modifiaient déjà leur voiture, mais là c'est des modifications mécaniques, pour pouvoir être plus rapide que la police. Et c'est devenu... Il y avait déjà des hackers de voitures, d'accord, contrebandiers, qui, eux, modifiaient leur voiture pour être plus performants que la police. Et quand vous regardez aujourd'hui en NASCAR et en F1, l'équipementier technique, logiciel et électronique de la NASCAR et de la F1, c'est McLaren qui fabrique ces calculateurs que je vous ai montrés pour régler au pouillème de millisecondes les séquences moteurs, gagner quelques dixièmes de seconde sur une ligne d'arrivée et arriver le premier sur, évidemment, les conditions et les compétences du pilote, évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était trop intéressant. Et si ce sujet vous a intéressé, on a également reçu un autre invité, un expert de l'infiltration, payé pour s'introduire dans les plus grandes entreprises. Il nous a ramené ses gadgets préférés. C'était juste ici.